c'est qu'on fait face à plein de problématiques qui ne sont toutes inconnues. Il n'y en a pas une qui l'est. Elles sont quotidiennes et c'est facile de se décourager, d'avoir peur. Parce que c'est ça la peur, c'est être face à l'inconfort, quoi. C'est vraiment un effet cognitif du cerveau qui dit, c'est la survie, quoi. Attention, là, il y a un truc que tu connais pas qui est inconfortable, fuis. Bonjour, ici Julie Ramadowski, développeuse e-commerce. J'aide les innovateurs à développer leur prototype d'application. Abonnez-vous au podcast et mettez un avis 5 étoiles pour m'aider à diffuser l'expérience des innovateurs des Hautes-Alpes. Merci. J'ai interviewé Johan Forbrac, incubé à Gahap. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a envoyé du lourd. C'est quoi innover? Quels en sont les critères? Comment rester excellent? Développer une culture d'entreprise? Comment se faire aimer de ses clients? Ses conseils pour tester une idée. Et si le sujet vous intéresse, en ce moment, je crée pour vous la méthode Innovateur, afin de créer des applications réussies, sans coder. Sans plus attendre, je vous laisse écouter notre échange. Bon écoute, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, Julie. Et donc voilà, je voudrais que tu te présentes en une minute, que tu me racontes un petit peu ce que tu fais à Gahap et quels sont les projets sur lesquels tu travailles. Ouais, alors ce que je fais à Gahap, j'ai vécu dans les Hautes-Alpes, j'ai grandi dans les Hautes-Alpes. Ensuite, je suis parti à l'étranger pour revenir ici et profiter du merveilleux décor et de la nature qui est ici, parce que c'est important pour moi. Je suis designer. Donc j'ai une agence de conseil en design où j'aide des entreprises à évaluer et mettre en place des stratégies sur leur marché et par le design et l'innovation. D'accord. Donc le design pour moi arrive après l'innovation, on en parlera sûrement après. Ouais. Et j'ai 2 autres projets qui sont plus perso, de mobilier gonflable, qui s'appelle Herman, et de maroquinerie, Kernel, que j'ai abandonné avec le Covid. J'ouvrirai que plus tard. Ok. Voilà. Très bien, c'était concis. Pour toi, pourquoi est-ce que tu innoves ? Pourquoi est-ce que j'innove ? En fait, c'est juste ultra égoïste, on va dire. C'est que j'ai pas le choix. J'adore chercher là où on m'y attend pas. J'adore explorer de nouveaux territoires. J'adore penser d'une façon qui me met dans une forme d'inconfort parce que je ne connais pas soit des compétences, soit pas un milieu, soit pas un métier. Et j'ai envie de le comprendre parce que ça me satisfait, juste purement et simplement. Okay. Et que pour moi, c'est un moyen d'aller plus loin, on va dire, de trouver quelque chose d'excitant, comme par exemple, on veut lire un nouveau roman, parce qu'on aime lire. Ouais. On change de roman, on lit pas le même. Oui. Moi, je vois l'innovation comme ça. C'est un nouveau roman qu'on ouvre. Ok. Et donc là, si je fais le parallèle avec Herman, donc c'est des canapés gonflables. Ouais. Ouais. Toi, du coup, c'est quoi qui t'a excité là-dedans ? Ce qui m'a excité là-dedans, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. C'est pas les canapés, c'est pas l'innovation en elle-même, c'est tout ce qui peut tourner autour. C'est que j'avais envie de monter une start-up parce que j'en avais jamais fait, et que je voulais voir ce que c'était une start-up, comment on évoluait dans une start-up, comment on mettait en place une start-up, comment diriger une start-up, comment on pouvait faire en sorte qu'elle ait de l'argent, qu'elle trouve de l'argent. Je voulais faire des levées de fonds aussi. C'était quelque chose que je m'étais mis en tête, une expérience que j'avais envie de vivre. L'entrepreneuriat un peu à 1000 à l'heure. Je connaissais pas ce milieu-là, j'avais juste envie d'explorer ce milieu-là. Donc en fait, c'est une excuse à ça. Ok. C'est tout. Et qu'est-ce que t'en as appris, du coup, pour tous ceux qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer ? Qu'est-ce que j'en ai appris ? C'est que faut être quand on est dans l'innovation ou dans l'entrepreneuriat de manière générale, c'est parce qu'on a un désir, je pense, puissant de liberté, et aussi une grande curiosité et de grandes attentes de réussite par rapport à soi-même. Certains, c'est des réussites financières. Moi, c'est le process qui m'intéresse. Dans chaque innovation ou chaque projet que je mène, j'ai quelque chose de radicalement différent par rapport à avant, et j'y vois un enrichissement personnel. Un nouveau process que je ne connais pas, que je peux explorer et qui va me satisfaire, qui va m'enrichir, sur lequel je vais pouvoir apprendre et découvrir de nouvelles facettes de moi-même, de la vie, des autres. Et pour moi, c'est plus le savoir qui m'intéresse là-dedans. Donc, vu que j'ai cette grande curiosité, ça me permet de passer au-dessus de plein de difficultés, parce que mon travail même et le travail de l'innovation, c'est de résoudre des solutions. Donc, je fais face à un problème
Et c'est, pour répondre à la question, c'est ça la grande difficulté. C'est qu'on fait face à plein de problématiques qui ne sont toutes inconnues. Il n'y en a pas une qui l'est. Elles sont quotidiennes. Et c'est facile de se décourager, d'avoir peur. Parce que c'est ça la peur. C'est être face à l'inconfort, quoi. C'est vraiment un effet cognitif du cerveau qui dit, c'est la survie, quoi. Attention, là, il y a un truc que tu connais pas qui est inconfortable. Fuis. Et donc du coup d'aller sur ce chemin-là, ça nous met face à plein de peurs personnelles, plein de limitations personnelles. Et il faut avoir la qualité, je pense, au moins, pour moi c'est la plus grande qualité, d'être souple sur ses peurs, sur ses attentes, et de vouloir résoudre des problèmes, quels qu'ils soient. Et puisque tu en parles, toi tu surmontes tes peurs et tu as des projets qui te donnent cette excuse-là, mais au fond, quel est le rêve que tu souhaites atteindre ? Il y en a plein. Le rêve que je souhaite atteindre, en fait, j'ai un rêve. Comment dire un rêve ? J'ai un set de règles, on va dire, plus que des règles, plus que des rêves. Les rêves, en fait, ils vont, ils viennent. Chaque fois que je réalise un projet, j'ai un panel de rêves nouveaux qui arrivent. Et soit je les atteins, soit ils changent et je décide de plus continuer le projet, bref, etc. Après, j'ai certains objectifs personnels, qui soient financiers, qui soient familiaux, voilà, ou personnels. Et ça aussi, il y en a tous une pléthore à chaque fois, j'en ai pas qu'un. Et après, mes règles, c'est de juste kiffer ma vie, quoi. C'est je ne supporte pas d'être dans l'attentisme, de gâcher mon potentiel et mon temps sur cette terre, parce que je trouve que c'est magnifique et j'adore être là et j'adore être vivant, et j'ai envie d'explorer ça à fond. Voilà. Donc ça m'arrive souvent de me poser la question, là demain, si tu meurs, est-ce que t'es content ? Et à chaque fois je réponds oui, et c'est parce que je fais tout ce que j'ai envie de faire, je le fais et je m'en donne les moyens, même s'il y a de la souffrance, même si ça veut dire que financièrement des fois c'est la grande dèche pendant 1 an ou 2 ans, et c'est pas du tout confortable de vivre chez ses parents quand t'as 30 balles, et c'est pas du tout confortable de pas pouvoir faire plein de sa voiture parce que les 2000 balles que t'as gagné le mois d'avant, t'as dû les mettre dans ton projet et qu'il a rien rapporté, qu'il rapportera rien avant 1 an ou 2 ans. Mais ça nourrit autrement. Et je favorise ça plutôt que le plein ou d'innovation et d'eau fraîche. Très bien. Ouais. On va passer sur ta définition de l'innovation, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais pour toi, c'est quoi innover ? Il y a 2 choses. Il y a ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire qu'il y a un besoin d'apprendre. Ça, c'est la première chose. Ça m'excite. D'aller dans un territoire inconnu, de devoir développer, apprendre des nouvelles compétences, aller voir les personnes qui les ont, les compétences, et voler tout leur savoir ou l'emprunter, ça dépend comment on voit les choses. Essayer d'en savoir le plus possible, le plus rapidement possible sur un sujet, pour offrir une solution que des gens du milieu n'auraient pas trouvée. Mais parce qu'aussi, t'as un avantage quand tu viens de l'extérieur et que tu connais pas quelque chose. C'est que t'as un esprit qui est tout frais par rapport à ça, et t'as des angles d'attaque qui peuvent être radicalement différents. Oui. Et par rapport même à mes propres métiers ou à mes domaines de compétences, j'hésite pas à faire appel à d'autres personnes qui connaissent pas le métier pour me donner leur avis. Parce que je sais que moi, je vais être biaisé par rapport à ça. Donc, voilà, d'innover, ça satisfait cette curiosité-là et ce besoin, cette excitation d'apprendre. La deuxième chose, il y a quelque chose je trouve, de super sexy dans essayer de solutionner un problème pour d'autres humains, par exemple, ou pour la société, dans sa dimension la plus globale. Je suis quelqu'un d'assez ambitieux, donc à chaque fois, j'imagine des trucs pour révolutionner le monde. Alors, ça l'est pas forcément à la fin. Oui. Mais en tout cas, l'idée de départ, c'est un peu ça à chaque fois. Mais après, voilà. Est-ce que tu vas, par exemple, là, je vois un canapé gonflable. Ouais. En quoi, pour toi, ça, c'est innovant? Parce que le problème a déjà été résolu, si on veut. En quoi c'est innovant, du coup? Alors, le problème de ce canapé en particulier, ou dans l'industrie du canapé, il y a déjà eu des canapés gonflables? Dans l'industrie du canapé, il y a déjà eu des canapés gonflables. Alors, il n'y en a pas eu des comme ça. Donc, c'est les premiers qui sont faits avec cette technologie-là, qui n'était pas du tout faite il n'était pas possible de la mettre en œuvre de cette façon-là, avec des formes complexes en 3D et tout ça. Nous, c'est ce qu'on a mis au point. Donc, on a cherché une technologie qui permettait d'avoir d'un canapé gonflable ultra résistant, hyper compact, et qui ne ressemble pas
au canapé gonflable qui fait des bulles de partout, parce que tu sais, quand on gonfle un gonflable, ça fait une bouée, ça fait une forme ronde qui est pas forcément hyper esthétique, et qui est un énorme frein justement à l'adoption. Donc on voulait quelque chose qui ait des formes plates, contrôlées, hyper résistantes à tous les niveaux, quoi. Nos canapés, on roule dessus avec un tractopelle de 14 tonnes, quoi. Pas sur un classique. Et c'est parce qu'on allait prendre une technologie qui n'était pas faite pour ça, dont personne ne l'attendait dans le mobilier. On l'a déplacée pour faire du mobilier. Et dans le process, parce qu'elle ne le permettait pas au départ, on a mis au point des processus industriels qui permettent de la modifier pour que ça serve le but qu'on voulait lui donner. Donc en fait, c'est plus qu'on a identifié dans le gonflable ces technos-là, dont on ne pouvait faire que des planches de paddle en gros, c'est ça. Et on s'est dit, ça, c'est ça qu'il nous faut, il n'y a rien d'autre. On va utiliser ça et trouver un moyen de faire des U, des C, des formats 3D avec, ce qui n'était pas possible. D'accord. Donc c'est là où est l'innovation. Et dans tes autres activités, c'est pareil, tu innoves, notamment dans le design. C'est toujours la même approche, tu cherches à voir le problème d'un angle différent pour savoir ce que tu peux y apporter, ou est-ce qu'il y a encore autre chose ? Non, pas du tout. En fait, ça, l'innovation, c'est si elle est nécessaire seulement. Elle n'est pas forcément nécessaire. Il y a plein de manières d'innover pour une entreprise. Quand un client il vient me voir, il me dit, ben voilà, je veux un produit innovant qui me démarque sur le marché. Je vais commencer par lui dire, ben pourquoi tu fais ton business en fait ? Qui tu es ? Est-ce que tu aimes ce que tu fais ? Est-ce que tu sais où va ton entreprise ? Est-ce que tu es heureux de là où en est ton entreprise ? Est-ce que tes clients sont heureux de tes produits ? Qu'est-ce qu'ils disent ? C'est des sacrées questions, ça. Ben ouais, mais en fait, c'est super important. Parce que moi, on me fait appel pour que je fasse un design à la fin. Mais de faire juste un truc joli qui va se vendre, il n'y a aucune métrique derrière. Ce qui m'intéresse, c'est d'être certain à 1000% que mon produit va faire décoller, va participer à la croissance de l'entreprise. Je veux pas juste que ce soit un truc de plus qui serve à rien sur le marché, quoi. D'accord, mais parce que derrière, il n'y a pas de clients, ou c'est juste parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des clients parce que tu as pas assez apporté de valeur ? Non, je pense que derrière n'importe quel objet sur la planète, il y a quelqu'un qui sera capable de l'acheter. Des fois, c'est affligeant, mais c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a la plupart des designers s'occupent pas de qui est l'entreprise de leurs clients, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, qui ils sont, quelles sont les forces de l'entreprise, quels sont les défauts de l'entreprise. Parce que tout ça, ce sera à la base du succès du design que tu feras. Donc moi, mon boulot, en tout cas, c'est comme ça que j'aime le voir, c'est de maximiser les chances du succès du design que je vais livrer à cette entreprise-là. Donc si à la base, il y a une problématique qui va faire qu'on va mal le vendre, on va pas savoir pourquoi on le vend. Les clients ne sont déjà pas contents des services de l'entreprise, donc pourquoi ils le seraient avec mon design ? Et toutes ces choses-là, en fait, si elles sont branlantes, on va dire, il y a aucune raison que mon design permette à l'entreprise d'avoir une croissance à 2 chiffres. Et c'est ce que je vise dans mon boulot, quoi. C'est qu'il y ait une forme un succès franc, un impact franc, visible, notoire, où on se dise, tiens, ce gars, j'ai fait appel à lui. Et c'est après qu'on a décollé. Ou c'est grâce à ça qu'on a décollé. Et en même temps, dans le process, ce qui m'intéresse, c'est pas l'objet, le produit. En fait, ça, c'est une forme de mon boulot, d'ailleurs, où j'ai beaucoup de mal. C'est que mon boulot, il y a des moments où mon boulot me demande de dessiner un truc de plus dont l'humanité n'aura pas besoin. Parce qu'on n'a clairement pas besoin de tous les objets qui nous entourent. Donc, c'est vraiment important pour moi que c'est du sens à la base. Que le produit que je vais dessiner pour la boîte va aider cette entreprise à être meilleure. Pour elle-même, avec elle-même, et pour ses clients, et pour la planète. Parce qu'il y a aussi ça à la fin derrière. Ah oui. Est-ce que tu as vraiment toi envie de construire des choses, ou d'élaborer des choses qui finalement vont faire du tort à un moment ou à un autre ? C'est ça que tu veux dire ? Va faire du tort à l'entreprise qui le commandite, pour commencer. Parce que la plupart du temps, on vient me voir pour un truc. Une fois qu'on discute ensemble, et que tout le monde se met à table pour dire, bon, voilà, vous voulez ça ? Et on pose quelques questions, et au bout d'un moment, c'est, ah bah non, il nous faut pas du tout ça, en fait. Ah, ça peut vraiment faire un revirement comme ça dans la tête du mec ? En fait, c'est 100% du temps. C'est systématique. Ah oui. Et même moi, par rapport à mon propre business, chaque année, je me force à me repositionner par rapport à ce que est mon business et ce que je veux faire, parce que je me rends compte que je m'enferme avec le temps dans des directions qui ne me représentent pas et qui me rendent moins bon. Et donc tous les business, c'est ça. On commence un business, on se met dans le jus, on est très bon. Je sais pas, on va prendre un exemple. Je suis forgeron. Je fais des couteaux, des lames de couteaux.
de chasse ou Damascus, de très très bonne qualité, de luxe. De plus en plus de temps, et je suis un très bon forgeron là-dedans, j'ai vraiment un talent pour faire de belles lames, bien forgées, etc. Et puis petit à petit, on me fait des petites commandes pour une petite lame, un opinel, une réparation, comment ça arrive beaucoup dans l'artisanat. Ah tiens, ouais, j'aimerais bien quand même que tu me fasses une série de 12 couteaux, un petit plat-gueule, je m'en fous un peu du prix, mais bon, faut pas que ça dépasse quand même 20 balles par couteau. Ben ouais, je peux te le faire, j'ai pas de business en ce moment. Ok. Et il se retrouve que cet artisan, au bout de 2 ans, eh ben, pardonne-moi le terme, il fait de la merde. Il fait plus qu'il aimait faire. Ben c'est ça. Quelqu'un qui se régalait, qui avait un talent pour faire des lames d'une très grande qualité, qui mettait à la fois du cœur, de l'intention, et qui était reconnu pour ce talent-là au départ, ce qui lui a permis de continuer, à dériver pour des questions financières, une volonté de croissance, d'expansion, à faire des couteaux de table, quoi, qui sont pas du tout intéressants, ou à réparer des lames, ou à affûter des lames, qui étaient loin de son métier, mais qui rapportent plus d'argent. Et donc il s'est diversifié sur le papier, ce que font beaucoup d'entreprises. Oui. Mais en se diversifiant, il a perdu son âme et son talent en même temps. Et ça, ce serait entièrement de sa responsabilité. Non, c'est juste que je pense que c'est un trait humain, en fait. On est court-termiste déjà dans notre vision. De par le besoin, souvent financier, ou de par le manque de confiance en soi, ce qui est une maladie assez générale chez l'humain aussi. Oui. On oublie qu'on avait une capacité qui était supérieure, ou qu'on avait une idée de son métier, de ce qui nous anime, qui était supérieure à faire un max de pognon, quoi, par exemple. Et donc on pense que pour faire un tas d'argent, il faut augmenter le volume. D'ailleurs, c'est ça qu'on apprend souvent en école d'art. Il faut augmenter le volume, il faut toucher plus de monde. Il faut faire moins cher à la base. Comme ça, il y a plus de marge derrière. Il faut faire du design, parce que quand c'est beau, ça vend plus. Et en fait, c'est avec des biais en fait commerciaux comme ça, des biais cognitifs de ce type-là, qu'on arrête de se poser la question, c'est comment je peux mieux faire mon métier ? Comment la clientèle qui va venir me voir va avoir un meilleur service, un meilleur produit, et qu'elle aura soit plus besoin de moi parce qu'elle aura pas besoin de changer sa lame. Oui. Tu vois ? Soit elle va pouvoir évangéliser ma personne ou mon entreprise auprès de ses connaissances pour que eux m'en achètent. Et que je n'ai pas à baisser ma qualité, mais à l'augmenter systématiquement. Donc vraiment des process vertueux qui feraient que ton entreprise tourne autour de ce que tu aimes faire et de ta compétence principale, de ta qualité. Et quand on aime faire quelque chose, c'est comme une passion. Hein. Si on fait du violon par défaut parce que maman ou papa nous l'a dit de le faire quand on était petit, il y a de très petites chances qu'on arrive à un très très haut niveau. Tout comme dans le sport. Toi qui es compétitive, tu sais, si tu aimes pas faire ce sport-là en particulier... si tu vas tous les jours à reculons à l'entraînement, mais tu progresses pas tant que ça. Tu progresses pas. Et en fait, c'est la même chose dans le business. C'est si tu sais plus pourquoi tu fais du business, si tes employés, parce que si toi, en tant que dirigeant, tu sais pas pourquoi tu fais ton business, ou tu sais plus pourquoi tu fais ton business, ou que tu le fais d'une mauvaise manière parce que tu t'es pas reposé les bonnes questions de pourquoi tu faisais ton business, il y a aucune raison que tes employés le sachent. Peu importe la culture de l'entreprise que tu distilles à force de grands ateliers ou de workshops où tu fais venir le pente de la culture design en entreprise, si personne sait pourquoi ça sert, parce que tous tes employés savent que tu fais un truc qui est pas en alignement avec le juste, avec le bon, avec le professionnel, ou avec l'âme de l'entreprise à la base. Donc pour toi, ça se ressent si toi-même tu le sais pas, les autres autour ils vont savoir que tu le sais pas, et ça, pour toi, ça dilue l'intention, c'est ça que tu veux dire? C'est que du coup... Ouais, ça marche dans tout. Ça marche dans une relation amoureuse, ça marche... je sais pas, quand tu vas au Monoprix, prendre ton repas à midi et que t'as la caissière qui fait « Bonjour !» Comme ça, tu sais qu'elle est pas forcément heureuse de te voir, quoi. Elle fait juste de la représentation. Essaye de faire son boulot. Et c'est la même façon quand tu ouvres tes mails dans ta boîte mail et que tu vois une pub d'une entreprise qui te dit « On a le meilleur produit qui coûte le moins cher au monde » et... non, il y a un truc super faux là qui sonne déjà. Quand t'essaies de me pousser un truc, quoi, c'est que t'es en train de me forcer à t'aimer. Quand je te disais le rapport avec la relation amoureuse, te forcer à t'aimer parce que l'argument choc, c'est on n'est pas cher, c'est ça?
Non, c'est peu importe la raison en fait et la stratégie de l'entreprise. C'est quand elle est fausse ou désaxée par rapport soit au potentiel de l'entreprise, soit à la réalité du produit. Elle se positionne autrement, etc. En fait, c'est un tout. Pour moi, le design, c'est ça. C'est qu'il y ait de la cohérence de A à Z pour que le client voit, OK, ils me vendent ce produit-là, mais j'en ai besoin pourquoi? Parce qu'il résout tel ou tel problème. Il a été fait par telle ou telle personne qui ont ce type de valeur-là et je me retrouve là-dedans et ça va m'aider à être cette entreprise, cette boîte va être mon meilleur ami pour le futur parce que ça va me permettre de ça. Et c'est là la différence qu'il y a dans l'approche marketing, tu vois, d'une boîte A qui va dire. Et je vais reprendre l'exemple de la relation amoureuse, c'est Martin Neymer, qui est un stratège et businessman, un stratège pour business aux États-Unis et qui est très très connu. Il travaille pour Nike, Apple, tout ça. Et il explique avec des images, et c'est assez évocateur, comment marche la plupart des entreprises. Et dans ces images, il y a un homme et une femme qui se font face à face. Et il y a l'homme qui lui dit c'est moi le meilleur amant de la planète. Et donc t'as la femme qui lui dit ciao, je m'en vais. Et ça marche bien ça. Toi qui es une femme, en plus ça doit te faire écho. Et moi qui suis un homme aussi. Mais c'est quand tu dis que t'es le meilleur amant de la planète, là c'est le marketing que font la plupart des boîtes. On a le meilleur produit. Oui. On a le meilleur service. On a la meilleure qualité. C'est exactement la même façon. C'est comme si tu approches un homme ou une femme, tu lui dis je suis le meilleur amant de la planète. Ça fonctionne pas. Ouais, t'as du mal à y croire quand même, hein. Bah oui. C'est très prétentieux. Donc, là où ta boîte fonctionne, en gros, il donne plein d'exemples comme ça où, voilà, c'est la plupart des exemples du marketing d'aujourd'hui. Et là où ça fonctionne, c'est que t'as pas besoin de faire de marketing. C'est que ton produit est tellement cohérent avec ta vision, ta mission de l'entreprise et que tout le reste suit derrière. La qualité, la cohérence graphique, esthétique du machin, de quelle façon il est distribué, comment il est produit et où. C'est toutes ces variables-là. Quand elles sont cohérentes ensemble, c'est cette femme dans l'imagerie de Neymer qui arrive et qui dit j'ai entendu que tu étais le meilleur amant de la planète. Est-ce qu'on peut passer un moment ensemble? C'est quand même beaucoup plus puissant, quoi. Ah oui, ça, tu t'y crois davantage. Mais en fait, c'est ça, c'est faire, c'est transmettre et faire croire. Mais faire croire pas dans le sens où moi je te le dis, mais c'est que je te le prouve. C'est ça. Mais il faut derrière avoir les reins pour le prouver. Ça. C'est-à-dire que il faut savoir pourquoi tu le fais, qui tu es, donc avoir une identité en tant qu'entreprise. Si t'en as pas, tu peux passer le message que tu veux, personne sait qui tu es, quoi. On va pas se reconnaître. Les entreprises qui sont diversifiées, qui vendent des ballons de foot, des voitures et des appartements, qu'est-ce qu'ils font en fait? Est-ce qu'on a confiance dans une entreprise comme ça? Et donc ça amène le design amène une vraie réflexion. L'innovation, elle est pas forcément à la fin de l'échelle, donc au produit. C'est le produit, en fait, c'est la poignée de main entre le client et l'entreprise. C'est l'accord qui est entre les deux. Okay. Je t'aime parce que ce produit-là me représente, je fais partie de ta tribu, la marque, et tout ce qui tourne autour. L'innovation, en fait, elle commence là. Pourquoi on fait ce business-là? Est-ce qu'il faut pas se reposer les questions? On appelle ça de la stratégie, en fait. Et après, derrière, il y a tout le processus où on règle nos problèmes, on identifie nos leviers, nos forces, et on arrive au produit, qui est le bon produit. Celui dans lequel les gens vont croire. C'est ça. C'est pour ça que je te parle beaucoup de processus. C'est que c'est pas une réalisation. Dans le mot réalisation, il y a une création graphique, d'ingénierie, quel que soit. Hop, produit, boom, packaging et supermarché ou online shop, quoi. Ça, c'est la finalité. L'innovation commence dès le départ. Et pour toi, quelle serait l'entreprise qui, à ton avis, l'a mieux compris? Ou alors qui t'inspire? Alors ça, c'est deux choses différentes. Ah bah vas-y, donne-nous les deux. La mieux comprise, Nike, super puissant. Just do it. C'est d'une puissance phénoménale. Le message en lui-même, il apporte en fait un espoir d'action pour les gens qui sont très largement sur la planète dans l'inaction.
à laisser passer leur vie se développer sans réaliser leurs rêves, parce qu'on parle de ça un peu ici, sans faire tout ça de là, tu vois, à procrastiner dans le confort d'une vie standardisée. On peut nommer plein de trucs en fait derrière. On a tous nos issues, hein, moi aussi. Mais Just Do It, en fait, c'est une promesse que tu vas pouvoir t'extraire de ça. Et qu'effectivement, tu peux réaliser tous tes rêves. Tout est possible. Et c'est pour ça, je pense qu'ils ont explosé à partir du moment aussi où ils ont vraiment transpiré dans chacune de leurs actions le Just Do It, le no limit, tu vois. Et la performance. C'est, tiens, prends mon t-shirt Nike, et tu vas performer en tant qu'être humain, quoi. Ouais, c'est le truc de la cour de récré, les baskets qui vont vite, quoi. Ben, c'est cohérent, c'est construit, ça fonctionne, et c'est largement accepté par la population pour ça. Apple, c'est aussi dans le même truc, quoi. Be different. Ben ouais, moi, j'ai pas envie d'être comme tout le monde. Moi aussi, je suis différent. Je suis dans une classe supérieure. Je suis. Ce biais cognitif qui font que t'es. Je suis pas un paysan. Je suis clairement quelqu'un de très différent. Je suis pas juste un citoyen de la ville, je suis un peu hipster, j'ai mon identité, voilà. Et ça aussi, c'est ultra puissant. C'est juste en achetant un iPhone ou un Apple, on est différent du reste. Bon, après, tout le monde en achète. Mais ça, c'est une autre histoire, quoi. Le marketing fonctionne en tout cas, et est largement accepté par tout le monde. Ouais. Et il se trouve qu'ils font de superbes produits, historiquement, et qui ont une technologie qui est... beaucoup plus fonctionnel que Windows, par exemple. Donc, il n'y a pas que du blabla. C'est que derrière, ça suit aussi, à tous les niveaux. Il y a une identité, il y a une mission, un message. Ils savent pourquoi ils font ça. Ils veulent aider la plupart des gens sur la planète qui ont besoin de quelque chose qui leur ressemble, ergonomique, et de donner le plein pouvoir à leur créativité sans avoir les problématiques d'être un programmateur. Oui. Windows, quoi. Redondance cyclique, nettoyer le cache, c'est quoi ça? Moi, j'ai sans arrêt quand j'utilise encore Internet aujourd'hui. Hein. Ben voilà, c'est ça. Tout à fait. Ben Mac, c'est la solution à ça. C'est, tiens, on te donne une machine, t'auras pas de problème. C'est ça, hein, le truc au départ. Oui. Et c'est vrai que très largement, par rapport à Windows. Et depuis le début, moi, j'utilise pareil des Mac, parce que moi, j'ai commencé Mac et PC en même temps au début de mes études, et on était largement moins emmerdés sur Mac. Ça a toujours été le cas, ça a toujours été vrai. C'est ça. Donc c'est quelque chose, en anglais, c'est empowering, le mot. C'est donner le pouvoir au client, en fait. C'est que le client soit plus puissant. Je sais pas comment dire en français, ça a l'air ridicule comme ça. C'est plus en contrôle, peut-être, ou... Ouais, c'est ça. Plus en maîtrise. Plus en maîtrise, ouais, c'est ça. De lui donner le pouvoir, en gros, quoi. Hein, c'est ça le truc. Qu'il puisse exprimer son potentiel, quoi. Donc c'est pour ça que ces deux marques, pour moi, sont et pas que pour moi, c'est un consensus global. Ont vraiment réussi là-dedans, et tout le monde essaie d'être le nouveau Apple ou le nouveau Nike, quoi. Alors du coup, quels seraient pour toi quelques conseils, peut-être un ou deux, que tu donnerais à quelqu'un qui se dit « Ouais, moi j'ai envie de faire quelque chose de différent, de novateur, j'ai envie de me lancer en ligne, ou pas ». Toi, vraiment, c'est quoi ton message pour ces personnes-là? Avec ton vécu, ton expérience, tu leur conseillerais quoi? La première chose, c'est des grandes idées, c'est génial. Faut pas qu'on soit les seuls à les avoir. Donc mon premier conseil, ce serait de, quand on a une grande idée, d'en parler au plus de monde possible. Si on met un système de points, on donne 1 point à une personne qui nous connaît pas et qu'on ne connaît pas, et 0,5 points à ses amis et à sa famille, parce que leur vision et leurs avis sera complètement biaisés. Soit ils vont mettre des bâtons dans les roues. Ah non, tu peux pas être docteur et trouver une cure contre le cancer, c'est super compliqué, il faut être un scientifique. Et toi, t'as fait une école d'art plastique, quoi. Tu pourras pas y arriver. Soit ils te tirent vers le bas. Ben voilà, parce que c'est leur représentation et leur peur, ou parce qu'ils veulent nous protéger. Après, t'as aussi le contraire. Ah, c'est génial ton idée, et celle-là, c'est le pire. En général, moi, j'écoute quand quelqu'un me dit c'est vraiment trop bien ton idée, j'adore, et qu'il y a rien d'autre derrière, j'écoute même pas. Je dis merci, mais je ne prends pas du tout en compte cet avis-là. Il essaye de te faire plaisir quand il dit ça, ou c'est vraiment qu'il pense que ah ouais, ce serait chouette, mais jamais je l'achèterai, ou c'est quoi derrière pour toi mais parce que c'est quelqu'un qui nous connaît, on n'a jamais envie. Quand je dis on, c'est une généralité, hein, mais on a rarement, on va dire, envie de blesser quelqu'un qu'on aime. Volontairement. Et pour les gens, d'être dans la vérité de son avis, de dire, ben non, ton idée, je trouve qu'elle est nulle.
Je vais t'expliquer pourquoi. A, ça. B, ça. C, ça. Est-ce que tu es d'accord? Ah ben, A, non. B, t'as peut-être raison. C, t'as définitivement raison, j'avais pas vu ça. C'est déjà beaucoup plus constructif. Ou alors, ah, j'adore ton idée. Je la vois bien là-dedans. Là, je vois qu'il y a sûrement un besoin pour les gens qui font ça, ça et ça. Est-ce que t'as demandé à telle ou telle personne ce qu'il en pensait? Là, il y a déjà une force de proposition. C'est je crois en ce que tu me dis. Et moi, je l'imagine dans tel et tel J'en ai domaine. vraiment envie. Et donc, je vais t'aider. Ou je suis déjà dedans, quoi. Je suis déjà ton premier fan. Parce que c'est tellement ouf que je me suis vu dedans. Et après, il y a ça aussi qui comprennent rien, quoi. Moi, à chaque fois que je parle, je suis sur un nouveau projet, j'en parle à un tas de gens qui sont très intelligents, ou même à ma famille, hein, mais qui comprennent pas forcément, où je me suis mal exprimé aussi, parce qu'il y a ça, et qui comprennent pas, qui font ah ouais, c'est bien, ouais. Ok, cool. Ben là, ça peut te décourager, c'est pas constructif. En fait, t'as pas eu de retour. C'est ça. Donc la première chose, c'est de demander à un max de personnes de développer un sens de l'autocritique et un sens aigu de l'acceptation et de la négation de la critique. Cette critique-là, je sens qu'elle est pointue. Oui. Je vais l'absorber. Ça me fait mal à mon ego, mais je vais y donner du crédit. Je vais la mettre dans un coin et je vais la vérifier. Si 4 ou 5 personnes me font le même retour critique, j'ai un problème. Et le contraire aussi. C'est là, cette personne-là, elle est blessante. Elle m'a dit, ah non, j'aime pas du tout. Ça, je me vois vraiment pas acheter ton innovation, ton idée, ton concept. Pourquoi? Ah, je sais pas, je pense que personne achètera ça. Et pour elle, c'est vrai, c'est vraiment un ressenti, quoi. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Soit parce qu'elles sont mal lunées sur le moment, soit parce que tu les as blessées juste avant et tu le sais pas. C'est juste humain, en fait, c'est tout. Donc là, c'est bien aussi d'avoir cet esprit, ce sens aigu de la critique, de l'acceptation ou de sa négation. Cette personne-là, en fait, elle m'a rien donné de valide, de pourquoi elle l'aimait pas ou pas. Mon innovation ne doit pas forcément plaire à tout le monde. Ça peut s'entendre. Voilà, elle doit plaire juste aux personnes à qui elle est dédiée. Donc je peux comprendre que peut-être que celle-là, pour des raisons personnelles, ça ne le convient pas. Et c'est très bien. Parce que les 9 autres que j'ai interrogées avant, elles étaient OK avec ça. Donc c'est à elles c'est pour elles que je vais créer cette innovation-là. Donc voilà, ça c'est le premier truc. C'est de tester une idée avant d'aller trop loin dedans. Parce qu'il y a plein de fois où j'ai cru que j'étais le prochain Léonard de Vinci et que j'étais un monstre de génie. Et en fait, en parlant un petit peu, je me dis, une semaine après, j'étais là, ouais, en fait, non, t'étais délirant, c'est pas du tout malin, en fait. Okay. Et de pas t'engouffrer dedans, ça va te faire gagner un tas de pognon que t'aurais pu perdre. Donc il y a ça, l'énergie, il faut mettre de l'énergie, des ressources, là où on a vérifié qu'il y avait un potentiel. Et comment tu ferais, toi, pour vérifier justement ce potentiel-là, pour les personnes qui t'écoutent et qui te disent oui, d'accord, ok, j'ai écouté des gens, mais maintenant, comment je fais pour le tester? Là, maintenant, je voudrais vraiment essayer. C'est quoi mon premier pas? De passer à l'action. C'est-à-dire que ce soit pas que dans l'idée. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on a donné comme exemple? Un couteau. On a une nouvelle idée d'une lame de couteau, par exemple. Bah, c'est pas super compliqué de fabriquer un couteau en mousse ou de prendre un bout de bois, de le couper et d'avoir sa nouvelle forme de manche en haut ou en cul qui permet de faire des moulinets avec et couper le persil comme ça, j'en sais rien, tu vois. C'est une idée. Non mais si on a cette idée-là, il faut la tester. Ouais. Un bout de bois, on découpe, on fait un prototype et on regarde si effectivement c'est mieux de couper le persil en faisant tourner le couteau sur le petit doigt comme ça, quoi. Et on se rend compte si oui ou pas, déjà, si oui ou non, déjà c'est une bonne idée. Ou si on va vraiment perdre du temps à développer ce truc-là. Si on va vraiment se blesser en faisant ce truc-là. Voilà. Si c'est pas dangereux au passage, tu vois, c'est vite vu, quoi. Oui. Mais on en a plein des designs comme ça. Si tu vas sur les blogs de design, tu vois plein d'idées qui sont soit dangereuses, soit qui surcomplexifient une tâche qui était simple. Bref, il y a toutes ces considérations-là. Donc prototyper, si on peut le faire, c'est top. Et c'est très facile à faire à moindre coût. Il faut pas voir trop grand. Une grande idée peut être facilement réalisable avec de petits moyens. En tout cas, de manière très très grossière. Mais ça suffit déjà.
pour se rendre compte de si c'est pratique, si quand on l'a un peu dans la main, on se dit ah ouais, il y a du potentiel, c'est pas mal. Et d'autres personnes te disent ah ouais, j'ai compris ce que tu voulais dire. C'est ça, et puis moi je vais compléter parce que moi je vois beaucoup de gens qui arrivent, oui, moi j'ai une idée d'application mais avant de faire une application, oui, mais qu'est-ce que tu fais ? En quoi moi je vais pouvoir t'aider à automatiser ce que tu fais ? Toi-même tu ne le sais pas. Et c'est ça, c'est tester, c'est faire les choses à la main, voir les clients, prendre leurs besoins, faire sur un tableur Excel, faire ses petites opérations, lui envoyer le résultat, est-ce qu'il est content ? Et voilà, et là après, si la personne elle est contente, on a quelque chose automatisé, en effet, on peut faire une application. Ouais. Voilà. Bah c'est pareil dans mon métier en design, hein. Au départ, quand j'ai commencé ce métier-là, je donnais des trucs super bien faits en 3D dès le départ, alors qu'on était que dans la phase de recherche, quoi, de concept ou des trucs comme ça. Et ben ça a enfermé. Déjà, moi, je perdais énormément de temps parce qu'il faut réaliser tout ça, et ça a enfermé le client dans une idée que le produit était quasiment fini, donc il voyait plus pourquoi il me payait. Et d'autre part, parfois, il voulait cette idée-là parce que ça lui plaisait sur le moment-là, mais c'était clairement pas la plus maligne ou la meilleure. C'est ça. Il fallait plus de réflexion derrière. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je me force à faire des trucs cracra au début. Un dessin mal fait avec juste des mots-clés. Et des trucs comme ça. Ouais, ce sera comme ça. On pourrait faire ça. Qu'est-ce que tu en dis ? Qu'est-ce que toi tu vois ? Et là, à partir de ça, tu peux réfléchir et tu t'enfermes pas dans un truc. D'accord. Et c'est là où c'est intéressant de pas faire trop bien les choses. Ou de se dire, mais j'ai cette super idée, il va falloir que je prenne un designer pour me faire un logo. Il y a plein de gens avec qui je conseille de pas faire un logo et de pas m'embaucher. Pour ça, quoi. C'est mets de l'argent là où il faut, des efforts là où il faut. C'est prouve que ton concept va pouvoir marcher, quoi. Tu as peur qu'on te vole l'idée, t'as demandé à personne, et ben t'as 93% de chance statistiquement d'avoir un échec. Plus tu en parles à des gens, après ça t'empêche pas de faire un accord de confidentialité ou d'aller voir des gens en qui t'as particulièrement confiance, mais il faut sortir son idée, en parler, récupérer cette data, parce que c'est de la data. Ouais, j'avais quelque chose en tête, mais je l'ai perdu. Oui, c'est ça. C'est une idée. Ça ne se vole pas, ça se réalise. Yes. C'est tant que ton idée tu l'as pas faite, tu peux pas dire à quelqu'un oh là là il me l'a volé, il me doit des royalties quoi. Mais personne va jamais faire ça. Ouais. Ou alors il vit sur notre planète. Bah en fait ça bloque hein. Moi il y a les canapés. On avait peur en fait de se faire voler le concept au départ. Et ben on a perdu 1 an. On a perdu 1 an de commercialisation, de développement, ça a épuisé l'équipe sur le début du truc parce que on n'avait pas encore les brevets quoi. Et qu'il a fallu 1 an pour avoir les brevets. Donc, pour attendre les brevets, et donc, parce que c'est ça aussi la difficulté, c'est qu'il faut les brevets pour pouvoir commercialiser. Si on commercialise avant les brevets, on peut plus poser les brevets. Donc, il y a un choix qui est compliqué à faire derrière. On a fait le choix de protéger nos objets, de poser des brevets, tout en étant pressé sur la commercialisation parce qu'on n'avait pas les finances qu'il fallait. Et donc, c'est là, en fait... C'est un dilemme, quoi. Et comment tu fais, toi, la balance, le pour, le contre Ben, après, dans ce cas-là, en fait, il aurait fallu commercialiser sans brevet. Ouais. Et ensuite, de développer d'autres choses mieux faites avec des brevets. D'accord. Comme ça, on aurait validé le concept et on aurait eu les moyens d'aller plus loin encore et de se protéger ensuite d'une manière ou d'une autre. Alors ça marche pas pour tout, hein, c'est du cas par cas. Ouais. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on est vite... on se met vite des barrières parce qu'on a peur d'en parler pour protéger son idée. Ça, je l'ai vu mais tellement de fois chez mes clients ou là, à l'incubateur. Ça arrive très très souvent. Je veux pas parler de mon idée parce que je veux pas qu'on me la vole. Hyper dangereux. Parce qu'on s'enfonce dans une idée qu'on croit bonne alors qu'elle l'est pas forcément. Là, je parle pas des gens de l'incubateur, mais de beaucoup de gens. Moi, j'appelle ça le syndrome du bébé. Tu sais, t'es là, t'as ton idée, tu la chéris, tu fais même tes petits trucs de ton côté, et puis non, faut que personne le voit, c'est pas prêt, non, on va me le voler, ou alors, je sais pas, j'ai pas envie de le lâcher, tu vois, il y a ça aussi. Et bah ouais, mais ça, c'est que des peurs. Oui. Et puis à un moment, bah, va falloir y aller un jour si tu veux commercialiser, si tu veux vivre de ton projet, si tu veux vraiment avancer. Donc, c'est ça, idée, réaction, et après la pensée. C'est un peu ça quoi. Faut réfléchir, faut tirer d'abord et poser les questions après quoi. En gros, quoi. Mais en vrai, c'est vrai que ça marche. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui parlent de ça. Faut vraiment, tu sais, cette idée de tirer d'abord et de poser des questions après.
Il y a vraiment des gens qui réussissent de manière systématique à répétition dans leur vie entrepreneuriale. Il y en a énormément qui disent ça et je pense qu'il y a un truc super intéressant là-dedans que j'arrive pas toujours à mettre en œuvre d'ailleurs pour moi-même, quoi. Ouais. Mais les fois où je tire d'abord et je réfléchis après, c'est ceux qui ont le plus marché quand j'y pense. Pour moi, c'est pareil. Là, c'est ce que je suis en train d'expérimenter. Là, en 2 ans, j'ai avancé, même en 1 an, j'avançais plus que depuis que j'ai commencé, ou parce que je voulais pas me lancer, je faisais pas, je réfléchissais, je maturais, j'essayais de trouver quelque chose. Alors que maintenant, bon, bah, écoute, je fais, on verra bien. Ouais. Et puis, ça a jamais autant marché que maintenant. Ah, c'est cool. Donc, ouais, moi, je suis assez pour. Je suis assez pour. Et je propose qu'on reste là-dessus. Yes. Si on veut te retrouver sur les réseaux, on peut aller où? LinkedIn. LinkedIn. Johannes Forbrack. Ok. Voilà. Bah, merci beaucoup. Pour moi, ça a été vraiment un plaisir parce que j'ai appris plein de choses sur toi. Merci, Julie, moi aussi. L'entrepreneuriat, c'est vraiment cool. Yes. Merci beaucoup. J'espère que ça aidera ou que ce sera intéressant. En tout cas. Je pense que là, il y a de quoi réfléchir. Top. Pour tous les innovateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez plein de concepts à mettre en place. Et vous, ça vous parle de designer votre application avant de la produire, c'est-à-dire la concevoir et être aligné avant de la proposer à vos clients? Et si vous ne savez pas comment l'appliquer, je suis en train de créer pour vous la méthode innovateur pour créer des applications réussies et sans coder. Passez une bonne journée.